RICI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Des manifestations pour dire non à l'augmentation des prix des hydrocarbures. C'était ce jeudi dans les rues de Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du Burkina. Au Nigeria, l'opposition élabore sa stratégie pour la présidentielle. Son principal candidat, Atiku Abubakar, vient de nommer le candidat à sa vice-présidence. Sécurité maximale à Buenos Aires, en Argentine, où les dirigeants du G20 se rencontrent demain dans un sommet qui s'annonce mouvementé. Bonsoir. Colère dans les rues de Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays où des manifestations ont eu lieu ce jeudi à l'appel de la CCVC, la coalition contre la vie chère, une organisation de la société civile. Il s'agissait pour les manifestants de dire non à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Le gouvernement, de son côté, assure qu'il va se pencher sur cette revendication. De la capitale burkinabé, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues et devant la Bourse du Travail à Ouagadougou. Élèves, étudiants, travailleurs, particuliers, hommes, femmes, tous étaient là pour protester contre l'augmentation de 75 francs CFA des prix des hydrocarbures. Depuis début novembre, les populations disent ne plus pouvoir tenir. La ville est devenue chère. Nous-mêmes, on se cherche maintenant. Alors, vous voulez qu'on baisse les prix? Les prix descendent, les prix de manger. Le gouvernement n'a pas pu convaincre cette dame. Le gouvernement est sorti parler, mais jusque-là, on a vu que ça ne va toujours pas. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est pour cela qu'on voudrait quand même leur demander de voir quand même, c'est la première fois que nous, notre service de femmes se lève pour marcher. Les marcheurs se sont dirigés jusqu'au ministère du Commerce. Là, ils ont remis une note destinée au président du Faso. Le mouvement citoyen CCVC dit lutter pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Il s'agit là de la manifestation d'un mouvement citoyen qui veille sur les conditions de vie des Burkinabés. Comme vous le savez, la CCVC a été créée pour veiller à ce que les conditions de vie des Burkinabés s'améliorent. Et le gouvernement joue bas la terre. Je vais transmettre dès aujourd'hui même la plateforme à main propre donc à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous allons donc nous employer à trouver les réponses idoines dans l'interaction donc de l'ensemble des populations. C'est ici à la Bourse de travail de Ouagadougou que la marche des organisations de la société civile et des syndicats a pris fin. Ils restent mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre, car selon eux, le gouvernement doit baisser les prix des hydrocarbures. Climat également tendu au Togo, où des milliers de personnes étaient dans les rues de Lomé ce jeudi, à l'appel de la coalition des 14 partis de l'opposition. Ils ont manifesté pour réclamer, entre autres, des réformes et l'arrêt du processus électoral en cours. Faisons le point avec notre correspondante à Lomé, Kaïla Hossan. Déterminés, les militants et sympathisants de la coalition des 14 partis de l'opposition ont répondu à l'appel de leur leader. Leur slogan favori durant cette marche, changement, alternance et départ du président de la République. Nous voulons marcher, nous voulons l'alternance de ce pays. Nous voulons l'alternance. Il faut que ça change. On veut la paix. La paix. Parce qu'on veut le changement. Il n'a pas dégagé. On en a assez. C'est fini, on a assez. Qu'il parte, qu'il parte. Point ne peut plus. Ça suffit ce système. Les militants disent adhérer au boycott des législatives du 20 décembre prochain car ils soupçonnent des fraudes électorales. Ils ont l'habitude de truquer les élections. Ils ont l'habitude de manipuler les appareils, les ordinateurs. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils cherchent à demeurer toujours, à demeurer, à garder leur royauté. Aller aux élections, oui, mais pas sans gage de transparence, affirme Nasser Napo, militant du Parti national panafricain PNP. Nous
voulons l'alternance. S'ils veulent que ça passe par l'élection, nous ne refusons pas. Et nous, le Togolais, n'a pas peur de l'élection. Mais il faut que ça se fasse dans les bonnes normes. Je vous dis bien, si nous passons par des bonnes normes pour aller à l'élection, nous vous donnons le matin jusqu'à midi, nous allons terminer. Fort va dégager. La manifestation de ce jeudi n'est que la première d'une série de 4 baptisée le déluge total. D'autres manifestations sont prévues les 1er, 3 et 4 décembre. Des milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne menée par Nelson Chamisa ont défilé ce jeudi à Harare, placés sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation anti-gouvernementale depuis la répression post-électorale en août dernier. L'essentiel de la colère de l'opposition est focalisé sur les problèmes économiques du pays. La population doit notamment faire face à des pénuries de produits essentiels, le pain, l'huile ou encore l'essence. La situation sécuritaire dans le lac Tchad préoccupe les dirigeants de la région, les présidents du Nigeria, du Niger, du Tchad, ainsi que le Premier ministre camerounais étaient réunis ce jeudi à N'Djamena pour un mini-sommet consacré au groupe djihadiste Boko Haram, dont les attaques se sont récemment intensifiées dans la région du lac Tchad. Des sources civiles et militaires indiquent d'ailleurs que 3 soldats ont été tués dans la région ce jeudi lors de l'attaque d'une base militaire. Cette réunion, ce sommet s'est achevé ce jeudi et les leaders demandent l'aide de la communauté internationale pour combattre Boko Haram. Au Nigeria, les élections prévues en février de l'année prochaine occupent les esprits des électeurs et des candidats. Le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, qui affrontera le président sortant, Muhammadu Buhari, veut booster ses chances. Il a nommé un candidat de la région influente du sud-est du pays à sa vice-présidence. Un choix stratégique, comme l'explique Arzuma Compaoré. Selon les chiffres de la commission électorale nigériane, le nombre de nouveaux électeurs inscrits dans le sud-est a augmenté, beaucoup plus que dans les autres régions. Avec Buhari toujours populaire dans le nord à majorité musulmane, le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, a désigné l'ancien gouverneur du sud-est, Peter Obi, pour assurer sa vice-présidence. Un choix stratégique visant à gagner des votes lors du scrutin du 16 février prochain, dans cette région du pays où les plaintes sur la gestion de l'économie par Buhari sont fréquentes. Au Nigeria, maintenant tout le monde se plaint. L'argent ne circule pas. En tant que commerçante, rien ne bouge. En raison de l'instabilité économique, la situation n'est pas stable sur le marché. Dans le sud-est, la nomination de Peter Obi est perçue comme une véritable aubaine. Si nous nous accaparons du poste de vice-président, je pense que les choses autour de cette zone changeront définitivement pour le mieux. Quant aux partisans de Buhari, ils affirment que la plupart des critiques adressées contre le président sont basées sur des préjugés ethno-religieux plutôt que sur sa politique actuelle. Vous voyez, nos infrastructures dans le sud-est étaient dans un état désastreux. Maintenant, non seulement elles ont été réparées, mais tout cela fait dans des très bonnes perspectives. Nous sommes donc plus à l'aise avec la campagne anticorruption de Buhari et les projets gouvernementaux sont devenus plus visibles. Beaucoup dans le sud-est ont le sentiment que les Igbo ont été marginalisés depuis la guerre du Biafra de 1967 à 1970 qui avait causé la mort d'environ 1 million de personnes, notamment à cause de la famine et des maladies. L'opposition devra malgré tout vaincre une longue tradition d'apathie des électeurs habitués à élire des ressortissants du Nord appartenant au groupe ethnique Haoussa ou des Yoruba du Sud-Ouest. Autre actualité africaine, cette fois un rapport avec le Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba, qui était hospitalisé en Arabie Saoudite, est arrivé ce jeudi à Rabat pour y poursuivre sa convalescence. Mardi, Sylvia Bongo, son épouse, avait indiqué sur son compte Facebook que l'état de santé de son mari avait connu une amélioration très significative. Aucune image du chef de l'État n'a été diffusée, ni à son arrivée au Maroc, ni à son départ de Riyad, où, selon l'agence de presse saoudienne SPA, il a été salué par des officiels du ministère saoudien des Affaires étrangères. Les dirigeants mondiaux se préparent pour un sommet du G20 sous haute tension qui s'ouvre demain vendredi à Buenos Aires. Cette réunion de 2 jours s'inscrit dans un contexte difficile de guerre commerciale et des zones de tension qui incluent notamment l'Ukraine, le Moyen-Orient ou encore la mer de Chine méridionale.
On fait le point avec Raïssa Gironda. Le décor est planté pour un sommet mouvementé, alors que les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se rencontrent en pleine guerre commerciale. La Maison-Blanche estime qu'elle doit maintenir son élan en vue d'un nouvel accord. La Chine, de son côté, met en garde contre de graves conséquences si la guerre commerciale s'intensifiait. Au siècle dernier, nous avons eu 2 guerres mondiales et entre elles, une grande dépression. Je ne pense pas que quiconque devrait essayer de répéter l'histoire. Le premier sommet des dirigeants du G20 s'est tenu après la crise financière mondiale de 2008. Aujourd'hui, les tensions géopolitiques sont sous-jacentes. La réunion a lieu quelques jours après que la Russie a percuté et saisi plusieurs navires ukrainiens au large de la Crimée. Kiev dit que l'incident s'est produit dans les eaux internationales. Mercredi, Poutine a accusé l'Ukraine. Le contrôle des frontières était censé faire. Des navires militaires sont entrés illégalement dans les eaux territoriales de la Fédération russe. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier, et le président turc Recep Tayyip Erdogan seront aussi présents au sommet du G20. Selon M. Naylor, il est essentiel que le sommet soit considéré comme une avancée sur les principaux défis mondiaux. Si ces pays ne peuvent pas s'entendre, cela envoie le signal très fort de tous ceux qui ne sont pas autour de la table qu'ils n'ont pas besoin d'y adhérer. Des milliers de manifestants antimondialistes se sont déjà rassemblés à Buenos Aires. 22 000 policiers sont déployés dans la capitale, alors que certains des combats les plus acharnés pourraient bien avoir lieu à l'intérieur du sommet. Toujours en rapport avec ce sommet, on ne sait toujours pas si le président américain rencontrera le président russe. Sur Twitter, Donald Trump a dit qu'il n'aura pas de rencontre avec Vladimir Poutine. Ici, aux États-Unis, Michael Cohen reconnaît avoir menti lors de son audition devant le Congrès américain sur ses contacts avec des Russes. Il a notamment soumis, dit-il, une fausse déclaration écrite au sujet d'un projet immobilier de la Trump Organisation à Moscou. L'ancien avocat de Donald Trump, qui a plaidé coupable ce jeudi à Manhattan, fait l'objet déjà de poursuites pénales. M. Cohen avait déjà plaidé coupable fin août de plusieurs chefs d'accusation et après avoir pris ses distances avec le président américain, il coopère avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016, ici même aux États-Unis. La Russie a déployé ce jeudi un 4e bataillon de missiles sol-air avancé S-400 en Crimée. C'est ce que rapporte l'agence de presse TASS, citant un porte-parole de la flotte russe. La nouvelle du nouveau déploiement en Crimée que la Russie a annexé donc à l'Ukraine en 2014 fait suite à la saisie dimanche par la Russie de 3 navires de la marine ukrainienne au large de la côte de la péninsule. Voilà, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. On se retrouve dans un instant.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire de cette seconde partie de votre journal. En santé, 75% des personnes vivant avec le VIH connaissent désormais leur statut sérologique. C'est ce que révèle un rapport d'ONU-SIDA en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le sida. Enfants noirs, famille blanche, histoire d'adoption, suite de notre documentaire. Gros plan ce jeudi sur les brutalités policières. En sport, le Cameroun va-t-il conserver ou pas l'organisation de la CAN 2019 ? Le comité exécutif de la CAF s'est réuni demain à Accra pour en discuter à marge de la CAN féminine. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé. C'est avec notre collègue Mouamadou Oumfa. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous parlons de sida. En prélude à la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, le 1er décembre, l'ONU-SIDA vient de sortir un rapport dans lequel l'organisation révèle que 75% des personnes vivant avec le VIH connaissent désormais leur statut sérologique. Oui. Dites-nous davantage. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ce rapport intitulé « Savoir, c'est pouvoir » montre que l'intensification des efforts en matière de dépistage et de traitement du VIH a permis d'atteindre davantage de personnes vivant avec le virus du sida. Si l'on compare les chiffres de 2017 par rapport à 2015, l'on se rend compte que 3/4 des personnes vivant avec le VIH, soit 75%, connaissent désormais leur sérologie contre seulement 2/3 en 2015. Par ailleurs, 21,7 millions de personnes vivant avec le VIH ont eu accès à une thérapie antirétrovirale contre 17,2 millions en 2015. Mais John, malgré ces efforts, le rapport appelle également à redoubler des efforts pour atteindre 9,4 millions de personnes qui vivent avec le virus et qui ignorent malheureusement qu'elles ont contracté ce virus, tout comme les plus de 19 millions de personnes vivant avec le VIH et qui ont encore une charge virale qui n'est pas totalement supprimée. Alors, une charge virale qu'on peut détecter à travers le dépistage, dont parlons-en, puisque c'est le sujet choisi pour cette journée mondiale. Pourquoi y a-t-il encore autant de personnes qui vivent avec le virus, mais qui n'ont jamais été dépistées ? Oui, c'était tout simplement à cause des obstacles comme la stigmatisation et la discrimination. Selon le rapport, la crainte d'être vu lors de l'utilisation des services liés au VIH et en cas de diagnostic positif, la peur que cette information soit communiquée à la famille, aux amis, aux partenaires sexuels ou à la communauté empêche certaines personnes d'accéder aux services VIH, notamment au dépistage du VIH. Cette crainte est encore plus accentuée chez les populations clés, à savoir les minorités sexuelles, les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogue, les détenus et les migrants. Il y a également d'autres obstacles qui incluent la violence ou les menaces de violence, surtout chez les adolescentes. Il y a également le fait que les enfants et les mineurs ont besoin du consentement de leurs parents pour subir un test de dépistage du VIH. En outre, les services sont souvent trop éloignés et difficiles d'accès et sont peut-être parfois coûteux pour certaines personnes, notamment sur le continent. Mais on sait, Mouamadou, qu'il existe pourtant des autotests qui pourraient permettre de faire soi-même son dépistage. Pourquoi est-ce que, malgré cela, certaines personnes ne font pas de dépistage ? Oui, il faut dire que l'autotest est un instrument récent dans la panoplie des outils de lutte contre le sida. Ce n'est qu'en décembre 2016 que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé ce type de test comme moyen complémentaire au service de dépistage de l'infection à VIH. Il y a aussi beaucoup d'hésitations, John, par rapport à la vulgarisation de ce type de test. Il y avait des craintes par rapport aux réactions des gens qui se dépisteraient seuls chez eux et qui, par exemple, pourraient se suicider ou ne pas intégrer les circuits de soins hospitaliers, ce qui signifierait que l'autodépistage n'aurait servi à rien puisque l'objectif, John, c'est que les gens se détestent, mais il faut les recenser et surtout les mettre sous traitement.
Alors, il faut aussi évoquer les coûts des autotests, parce que ces coûts restent assez élevés pour certaines populations, notamment en Afrique, alors que souvent les tests traditionnels sont offerts gratuitement dans les hôpitaux ou lors des campagnes de dépistage. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce domaine, notamment de dépistage, communication ou plus de sensibilisation encore? Oui, il faut faire un dépistage communautaire surtout parce qu'en réalité, les gens sont plus sensibles lorsqu'ils sont approchés par les gens de leur communauté. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, par exemple, pour les minorités sexuelles, les homosexuels et autres, il faut que ce soit les gens de leur communauté qui les approchent et là, ils sont plus réceptifs par rapport au discours qui leur est tenu. Donc, l'approche communautaire, c'est très important. Et évidemment, comme tu le disais, il faut continuer la sensibilisation. Il faut dire aux gens que le VIH-Sida est devenu une maladie comme une autre et que même s'il n'y a pas de traitement définitif, en prenant ces médicaments, on peut vivre comme tout autre malade. Merci Mohamedou Oumfa et à jeudi prochain. À jeudi, John. Suite ce jeudi de notre série documentaire Enfants noirs, famille blanche, histoire d'adoption. Aujourd'hui, nous nous rendons à Denver, dans le Colorado, à la rencontre d'Alex Lando. À 19 ans, ce jeune garçon métis a été tabassé par la police après avoir été arrêté pour une infraction présumée au code de la route. Cet incident a transformé la vie d'Alex Lando. Devenu activiste, il enseigne aujourd'hui aux jeunes et à leurs parents les droits civiques. Voici le reportage de Claire Morin-Gibault. J'ai été adopté 2 jours après ma naissance. Nous voulions juste pouvoir adopter légalement un enfant en bonne santé. La couleur de sa peau n'avait aucune importance. Je n'ai jamais vraiment réalisé que la couleur de ma peau était différente de celle des gens autour de moi ou même de mes parents. Nous n'avons pas compris ce que c'est que d'être noir en Amérique. À un moment, j'ai voulu devenir policier et ce fut mon déguisement pour Halloween. L'enthousiasme d'Alex Lando concernant les forces de l'ordre s'est brutalement éteint un soir de janvier 2009. À 19 ans, il sort en voiture acheter un burger avec un ami. Ils se font arrêter par la police et la situation dégénère rapidement. J'ai demandé s'ils avaient un mandat pour fouiller ma voiture. Les officiers sont devenus furieux et ils ont commencé à me frapper. C'est ici que ça s'est passé. J'ai senti leur pistolet braqué sur ma tête. Quand j'ai repris conscience, ils m'ont traîné dans l'herbe par les chevilles et m'ont laissé saigner sur la veste d'un policier jusqu'à l'arrivée des secours. Emmené à l'hôpital, Alex exige d'être photographié avant d'être soigné. J'ai eu 45 points de suture, le nez cassé. On m'a diagnostiqué une commotion cérébrale et plus tard, une lésion cérébrale. De l'hôpital, Alex est envoyé directement en prison. Libéré 2 jours plus tard, il accompagne son père directement à la police des polices pour déposer une plainte. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient mal à l'aise et qu'ils essayaient de se couvrir. Je suis le fils de policiers et je connais leur manière de faire. Alex a finalement attaqué en justice la ville de Denver et a gagné près de 800 000 $ de dommages et intérêts. Malgré cette victoire, Alex a mis des mois pour se remettre de l'agression. Je suis une personne différente à cause de cette nuit-là. Et cela a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, Alex est devenu un défenseur des droits civiques et il participe à la réforme de la justice au Colorado. Il anime également des ateliers sur la justice pénale dans les collèges et les lycées, mais il insiste sur un point précis. L'argent n'a rien à voir avec la justice. Aucun chiffre ne vaudra jamais votre vie. Encore aujourd'hui, ses parents se sentent toujours coupables de ne pas avoir pu mieux le protéger. Mais Alex les rassure, cette histoire aurait pu arriver même s'il avait été élevé par des parents noirs. Vous êtes tous les deux mes parents et ça ne changera jamais.
Mr. Officer, I'm watching you. I'll take the badge off of you. Clobber you in court and now the press wants to talk to you. You got me so stressed and yet I'm so blessed. Claire Morin-Gibour, c'est le moment de passer à l'actualité sportive. Yacouba Ouedraogo est déjà prêt. Yacouba, le Cameroun organisera-t-il ou non la CAN 2019? Bonsoir. Bonsoir à vous, amis sportifs. Bonsoir à vous également, John. Le suspense reste total pour le moment. La CAF va examiner demain à Accra la question de la CAN 2019 au Cameroun. Le comité exécutif de l'instance africaine va se réunir dans la capitale ghanéenne à marge de la CAN féminine. Un compte rendu des 2 dernières visites d'inspection sera présenté au cours de la réunion. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements dans le pays de Samuel Eto'o. Après la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun, d'après un responsable de la CAF qui n'a pas précisé quand exactement cette décision serait rendue. Et puis, le Sénégal a détrôné la Tunisie à la tête du classement FIFA Zone Afrique. Les Lions de la Teranga ont dépassé les Aigles de Carthage, battus à 2 reprises ce mois de novembre. Grâce à ces 2 succès, le Maroc s'est hissé quant à lui sur le podium continental. La suite de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 et quelques rencontres amicales ont occasionné ce changement de leader au niveau africain. Peu de changements en revanche au plan mondial. La Belgique a conservé son avance en tête devant la France. En Europe, la 14e journée du championnat d'Angleterre est très attendue avec 3 passionnants derbys au programme dimanche. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham et Liverpool, Everton. En cas de succès, les Gunners peuvent rejoindre les Spurs à la 3e place du classement. Liverpool essaiera de son côté de suivre la cadence infernale des Citizens contre Everton. Chelsea jouera de son côté pour retrouver le podium duquel il est tombé à la journée précédente après sa défaite 3-1 contre Tottenham. Mais bien avant tout cela, dès samedi, Manchester United se déplacera à Southampton à la quête d'un premier succès en championnat en plus de 3 semaines. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba et à demain donc. Et puis Oprah Winfrey a rendu hommage à la mémoire de Nelson Mandela ce jeudi lors d'un événement organisé par la Fondation Nelson Mandela dans la perspective d'une célébration mondiale qui marquera le centenaire de sa naissance. Au cours de son discours, Winfrey, qui possède également une école en Afrique du Sud, a déclaré que le défenseur de la campagne anti-apartheid était son mentor préféré. Les chanteurs Beyoncé et Jay-Z sont sur le point de diriger une sélection pour marquer le centenaire de la naissance de Mandela dans un festival à Johannesburg ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.